Aujourd'hui, si tu laisses des process, des outils archaïques, tu te coupes quand même d'une grosse partie de ton business. Donc faire prendre conscience de tout ça, je pense que c'est un enjeu qui est hyper important, hyper intéressant aussi pour les designers, parce que justement nous, on va dire, avec ce qu'on peut vous apporter en méthode de connaissance de ce dont les utilisateurs ont besoin, en fait, on peut vous aider à faire des bons choix, à aller vers des produits qui vont avoir de l'impact, aller vers des évolutions qui vont avoir plus d'impact. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous, Zaliata, merci de te rendre disponible. On est de bon matin pour cet épisode et merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose pour démarrer en douceur, c'est tout simplement de te présenter auprès de toutes nos écoutes et nos passionnés du produit. Donc moi je m'appelle Zaliata Ahamada Lafeuille, je suis française, je vis entre Paris et Barcelone depuis 3 ans maintenant et je fais du design, donc moi je suis Design Ops Manager chez BPCE SI. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis une femme noire de 47 ans, j'ai 5 enfants, donc ça compte aussi dans mon organisation de vie. C'est de l'Ops aussi. C'est carrément de l'Ops. Voilà, et puis sinon je suis en freelance, donc aujourd'hui je suis prestataire chez BPCE SI. Je fais beaucoup de formation et de mentorat parce que j'aime ça et que je suis assez mature, assez senior, donc j'ai pas mal de choses à transmettre et donc ça me fait plaisir que vous m'invitiez pour que je puisse parler de mon expérience. Excellent, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on voulait t'inviter. C'est un épisode qui va être très axé sur l'expertise, je pense et je l'espère, si tu es d'accord. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est être Design Ops Manager et ce qu'est être peut-être Design Ops Manager au global, puisque tu l'as fait, j'imagine, dans plusieurs organisations, et du coup aussi en recentrant un petit peu à la BPCE. Alors ça fait 4 ans que je suis Design Ops Manager. J'ai eu ce titre pour la première fois en start-up, enfin scale-up plutôt, puisque j'étais chez Payfit, qui est, pour ceux qui connaissent pas, mais si vous êtes dans le produit, Payfit c'est quand même assez connu. C'est une entreprise qui fait des logiciels de paye. Et puis ensuite, je suis partie en 2022 travailler chez Glovo, qui est l'équivalent du Deliveroo, mais en Espagne. Donc le leader en Espagne et dans une vingtaine d'autres pays d'Europe de l'Est et d'Afrique. Et donc j'ai été Design Ops Manager dans ces 2 entreprises. Et là, je suis en freelance depuis la fin 2023. Et donc BPCE SI, c'est ma première mission en tant que prestataire en Design Ops, vraiment, je suis à temps partiel, donc le reste du temps je fais de la recherche, de la formation. Mais avant tout ça, je faisais déjà une partie de mon métier, c'était déjà Design Ops, mais je le savais pas, puisque j'étais chez Orange. Alors j'ai passé une grosse partie de ma carrière chez Orange, 20 ans, avec une petite coupure par l'éducation nationale. Et en fait, déjà dans mes fonctions, il y avait pour moi, Design Ops, c'est du design de service, mais appliqué aux designers et à tout l'écosystème qu'il y a autour des designers. Donc quand je dis design de service, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait s'assurer que on ait des parcours de travail, des façons de travailler qui soient fluides entre les différentes parties prenantes, qu'on ait une bonne visibilité des outils, des façons de faire, des méthodes, et puis aussi des liens de l'écosystème, donc une bonne vision de comment on travaille et qu'on facilite tout ça pour toute l'organisation. Donc c'est un métier qui est profondément transverse, c'est vraiment
Enfin, je pense qu'on peut pas faire ce métier si on n'a pas envie d'écouter les autres, d'être au service des autres. Donc, y a pas mal de gens qui vont du service design vers du design ops. Il faut aussi beaucoup aimer les outils parce que c'est faciliter le travail des designers au quotidien, faciliter aussi le travail des équipes que les designers servent. Donc, c'est-à-dire les équipes produits, les équipes marketing, les équipes tech. Donc, c'est vraiment une fonction. Moi, la façon dont je le porte, c'est d'apporter la transversalité et l'écho que le design doit avoir dans une organisation. Design Ops, c'est là pour ça. De la fluidité, en fait. Tout à fait. Et du coup, si c'est transverse, et tu as évoqué, bon, j'imagine que c'est peut-être plus facile chez un Payfit où tu as moins, ou chez un Glovo où les structures sont moins importantes, chez un Orange, un BPCE, où nous on parle beaucoup de grandes organisations, jusqu'où tu es dans la transversalité en fait, et comment tu t'arrives à définir un périmètre, ou alors à quel point il t'est imposé et tu structures ça? Parce que je me dis, ça peut être infini, quoi, avec des... Je sais pas, j'imagine chez Orange des centaines de milliers de salariés, c'est la même chose presque chez BPCE. Donc Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces 4 différentes entreprises, la configuration de l'équipe design était totalement différente. Donc, quand j'étais chez Orange, moi j'étais côté Orange Business Service, et on était une équipe. À l'époque, on faisait du coaching CX, UX, donc Customer Experience, User Experience, et on avait vraiment un rôle d'acculturation au design thinking même. Enfin, c'était 2017. Donc, pour cette grosse organisation, alors Orange Grand Public, ils étaient déjà pas mal avancés sur la partie UX design. C'était pas tout à fait le cas quand même chez Orange Business Service. Beaucoup de disparités, des designers un peu partout qui travaillaient un peu en mode design studio ou parfois design d'innovation. Enfin, il y avait un petit peu de tout. Et en fait, c'est des équipes. Moi, j'étais dans une équipe où il y avait une dizaine de personnes, mais il pouvait y avoir des designers un peu partout qui faisaient des choses différentes. Par exemple, on avait un centre de tests clients qui faisait que des tests. Très très experts, avec qui il fallait créer des liens pour pouvoir mieux travailler avec les équipes marketing. Enfin bon voilà, donc il y avait c'était assez différent en termes d'organisation, et c'est pas forcément une très grosse équipe de designers, et avec un peu une démarche un peu consulting agence interne. Donc rien à voir avec ce que j'ai vécu après en start-up. Donc je sais pas si, enfin c'est vrai quand je suis arrivée en scale-up du coup, parce que il y avait 600 personnes quand je suis arrivée chez Payfit, une dizaine de designers, et je suis arrivée au tout début de l'hypercroissance. Et donc on est passé d'une équipe d'une dizaine de designers à 45 designers, donc de gros enjeux de recrutement, d'onboarding, de fluidification entre d'autres équipes qui étaient aussi en hypercroissance. Et donc c'est vrai qu'une équipe de 45 designers avec donc Léa Mendes da Silva qui était la VP design, qui avait une vision, en fait elle avait une vision très tranchée déjà. Et donc le but c'était plus de soutenir cette vision avec une force de frappe quand même en design, et une compréhension de ce qu'est le design qui est pas du tout la même. Donc au niveau maturité, c'était pas du tout le même travail en fait. On n'était pas sur ce travail d'acculturation, d'accompagnement, de faire des pilotes qui marquent, de communiquer. Là on était plutôt vraiment sur de l'industrialisation. Et c'est vrai que pour moi Design Ops, il y a les deux. Enfin, il y a encore plein d'autres choses, mais il y a cet aspect acculturation, comment on fait pour que le design soit bien accueilli, accepté, intégré dans une organisation, et c'est peut-être plutôt ce qui se passe dans les grandes organisations. Et puis dans une scale-up ou dans une start-up, quand on a une maturité un peu plus grande, mais ça peut aussi arriver dans des grands groupes, on va être sur des enjeux d'industrialisation. Donc comment est-ce qu'on fait pour gagner du temps, de la vélocité, mais aussi de la qualité, de la cohérence, parce que dès qu'on commence à avoir une très grosse équipe, alors par exemple quand je suis arrivée chez Glovo, il y avait c'était une équipe de 80 designers. C'est énorme, mais en face de 800 devs, quoi. Donc voilà, c'était quand même déjà une grosse entreprise quand je suis arrivée. Il y avait peut-être 5000, 6000 personnes. Et donc c'est vrai qu'il y avait des enjeux quand même similaires aussi d'acculturation, parce que on pouvait parfois discuter. Tout le monde n'est pas au même niveau. Voilà, exactement. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais on arrive à une finesse de fonctionnement du design où on va avoir déjà plein de rôles différents, des UX researchers et des research ops. Donc research ops est arrivé avant design ops chez Glovo, parce que dans une organisation en B2B comme ça,
il y a des vrais enjeux de comprendre les besoins des utilisateurs. C'est très concurrentiel, donc il faut vraiment être au plus près de la compréhension des utilisateurs. Donc les enjeux Research Ops sont arrivés avant les enjeux Design Ops. Et puis d'autres métiers très spécialisés, donc content designer, il y en a un peu partout maintenant, mais enfin voilà, à l'époque il y a déjà content designer, localization manager, donc des gens qui sont chargés de s'assurer que quand on passe du cyrillique à l'arabe, aux langues latines, ben, tout ça, ça tient la route et c'est cohérent, etc. Donc des niveaux de spécialisation et de travail avec des designers plus fins qui provoquent des enjeux différents. Donc même du coup au sein de l'équipe design, il faut aller créer de la cohérence, du lien et de la compréhension entre ces différentes spécialisations. Et puis là, c'est vrai que chez BPCE-SI, je reviens à des enjeux d'acculturation. Même si c'est ça qui est un petit peu étrange, c'est que il y a des choses qui sont très évoluées en termes de maturité. Par exemple, le design system, il est bien installé, il est bien construit. Il y a un travail de fou qui a été fait par des gens comme Thierry Charbonnel, Amandine Bachimon, enfin voilà, Rémi Joulier, enfin les équipes design et tech ont vraiment fait un travail incroyable. Et le design system, quand je suis arrivée, je me suis dit waouh, j'avais jamais vu un design system aussi mature. Il y a encore plein de choses à faire, mais quand même très mature. Mais par contre, c'est vrai que le travail de recherche, par exemple, il n'est pas assez développé. Donc il y a tout un travail à faire pour s'assurer que sur tous les projets, on aille faire de la recherche, qu'on capitalise sur la recherche avec un repository pour mettre la donnée de recherche à l'intérieur, organiser tout ça. Enfin, il y a vraiment des enjeux pour s'assurer que les designers soient sur toute la chaîne de conception, ce qui est aujourd'hui pas encore tout à fait le cas. Voilà. Justement, on va en parler. Moi, j'ai deux questions pour toi avant de rentrer dans le vif du sujet un peu macro. Pour une organisation, parce que même les startups que tu as fait sont plutôt des startups, tu expliquais, qui passent à l'échelle ou qui étaient déjà à l'échelle pour Glovo, donc qui sont presque des grosses organisations, comme tu le disais. Donc pour ces organisations, qui sont quand même des organisations at scale, c'est quoi ta conviction sur l'orga design? Parce que c'est quelque chose qu'on nous pose souvent. Décentralisé, centralisé, hybride. Est-ce que tu as des convictions là-dessus ou pas? Parce que peut-être qu'il faut s'adapter à je ne sais quoi, et ça tu vas nous expliquer. Moi je veux bien t'entendre là-dessus. Et à partir de quel moment tu te préoccupes du design ops? En fait, à partir de quel moment tu dis l'organisation a un intérêt à structurer une cellule design ops, à avoir un expert design ops peut-être comme toi? Et d'ailleurs ça peut-être tu vas nous expliquer comment tu l'opères. Mais voilà, c'était la question, c'est design ops à partir de quand, quel niveau de maturité, pourquoi, et pour quel orga derrière? Alors j'ai pas de conviction forte sur c'est quoi l'organisation idéale pour les designers. Je pense, comme tu le dis, que ça dépend de l'entreprise dans laquelle on est. Moi je dis toujours que design ops c'est exactement comme du design. On fait un travail en double diamant. Il faut qu'on ait une compréhension de l'organisation avant de proposer quoi que ce soit. Donc il y a une phase d'audit et de recherche et d'interview des différentes parties prenantes qui doit absolument être faite parce que on peut pas calquer ce qu'on a fait ailleurs sur une autre organisation parce que sinon ça va pas forcément fonctionner. Donc moi j'ai pas une conviction forte sur le fait qu'il faut pas du tout travailler en mode studio, agence interne, ni qu'il faut faire une espèce de grosse équipe design. Enfin, je pense qu'il faut vraiment s'adapter et qu'en plus il faut que ce soit flexible. C'est-à-dire que je pense qu'on peut même avoir les deux. On peut avoir une partie de l'équipe qui travaille en mode ouais, tout à fait. Chez Payfit, on avait un truc assez intéressant. Il y avait donc les tribes avec les designers attribués, et puis moi je manageais une toute petite équipe, donc j'avais aussi un autre designer, mais 2 personnes qui étaient des designers volants. Donc du coup finalement, c'est un peu comme centralisé. Oui, voilà, une mini-agence dans l'équipe design qui pouvait aller intervenir quand un designer peut-être changeait de périmètre ou qu'on voulait aller explorer des nouveaux périmètres. Et je trouve que c'est assez intéressant. Ou craquer des problématiques transverses, non, j'imagine, comme le design system. Parce que ça peut toucher toutes les équipes. Là, c'était pas le cas parce que Design System, il y avait déjà une équipe, mais ça pourrait. Ouais. Donc oui, moi je pense que ou aller faire du service design par exemple. Très transverse, comme tu disais. Voilà, tout à fait. On peut même aller vers des organisations hybrides, mais il faut absolument comprendre l'organisation avant tout. Et des fois, c'est vrai que nous, les designers,
enfin, c'est tellement passionnant ce qu'on fait. Moi, je dis ça parce que j'adore ce que je fais. Vraiment, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Notre métier, il est hyper intéressant. Les gens sont intéressants. La façon dont ils utilisent des produits, qu'est-ce qui va être important pour eux. Il y a tellement d'enjeux d'accessibilité, d'éthique, de faire les bons produits pour les bonnes personnes, pas faire de la feature factory pour rien. Enfin, il y a plein d'enjeux qui sont hyper intéressants, que des fois on peut être un peu centré sur nos méthodes en disant ah oui, mais nous on a des méthodes pour justement être plus accessible, mieux écouter les utilisateurs, mieux faire du craft, faire des super prototypes et tout. Et puis des fois on peut se resserrer comme ça sur nous-mêmes et ne pas forcément appliquer les méthodes qu'on applique aux utilisateurs externes à nos utilisateurs internes. Le design, il faut aussi qu'il soit au service de l'organisation. Et donc, pour moi, il faut appliquer les mêmes méthodes de recherche qu'on applique aux utilisateurs externes. Il faut aller interviewer les gens, il faut aller les observer, il faut faire du co-design avec eux sur la façon de travailler. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que je vois DesignOps, c'est-à-dire que c'est s'assurer qu'on comprend dans quel contexte on travaille et comment est-ce qu'on va développer des pratiques de travail, un peu comme on développe un produit. Donc, pour moi, le process, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui doit... tiens, on a mis en place des rituels. Ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps? Non. Parce qu'en fait, ça vit. Là, on l'a bien vu avec le Covid, les rituels de stand-up et de trucs qui avaient été mis en place il y a 5 ans ou 6 ans, ça tient plus. Il suffit que, je sais pas, il y ait un développement de l'entreprise et qu'on commence à avoir des prestataires externes. En fait, il faut revoir toute la façon dont on travaille. Donc, un process est aussi vivant qu'un produit. Et pour moi, DesignOps, finalement, on est des concepteurs de process quelque part. Donc, voilà. Ok. Et selon toi, par rapport à une taille d'organisation design, là, on quitte un peu les organisations globales. Est-ce que si on est par exemple 3 designers, tu te dis est-ce que ça vaut déjà le coup qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette casquette-là, quitte à ce que ça soit pas son travail au quotidien pour structurer toute l'approche, toute la transversalité, le métier, comme tu le disais, faire évoluer les process, design, etc. Ou pas? Et est-ce qu'il y a un moment où c'est nécessaire et d'autres moments où ça l'est pas forcément? Et à partir de quand tu te dis ça vaut le coup d'avoir quelqu'un peut-être de dédié ou qui porte cette responsabilité comme tu le fais, j'imagine, chez BPCE? Moi, je dis, parce que j'ai monté une formation DesignOps pour le laptop, et donc que je mène principalement avec le laptop, et qui est une école de design. Et donc, dans ce contexte-là, je dis souvent aux gens, en fait, même quand on est designer freelance tout seul, on fait du DesignOps. Et pour moi, faire du DesignOps, ça va être, par exemple, faire le sourcing de ses outils. Savoir quel est l'outil qui est le plus adapté pour travailler. Travailler la nomenclature de ses fichiers. Se dire, en fait, comment je vais m'organiser dans Figma, etc., etc. Donc, il y a du travail d'ops et de process qui est fait même quand on est tout seul. Et en fait, plus l'équipe grossit, et plus il va falloir le faire de manière alignée avec d'autres personnes. Plus c'est complexe, parce que tu as tout le monde qui a des pratiques de travail différentes. Exactement. Et quand on est dans une équipe où il y a 3, 4, 5 personnes, ça se fait très facilement. On peut se parler, se dire, comment on nomme les fichiers? On les nomme comme ça. Puis le lendemain, ou 2 semaines après, la personne elle a oublié. Comment on nomme les fichiers? On les nomme comme ça. En fait, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on commence à être sur une équipe de 10-15 personnes, où parfois il va commencer à y avoir plusieurs leads, plusieurs managers, des enjeux peut-être un peu différents parce qu'on travaille sur des pans du produit un peu séparés. Là, on commence à avoir des besoins d'ops. Et c'est pas forcément tout de suite nécessaire de recruter quelqu'un parce que des fois, on va avoir dans une équipe des personnes qui ont une appétence pour l'ops. Donc, qui vont être des gens qui vont dire, tiens, faut vraiment qu'on ait des rituels qui soient alignés. Ces rituels, comment on les documente? Est-ce qu'on enregistre? Est-ce qu'on n'enregistre pas? Où est-ce qu'on met des modèles d'ateliers? Enfin, des trucs comme ça. Donc il y a des gens qui vont avoir cette appétence-là et puis des fois ils vont réussir à tenir ce truc-là pendant un certain temps jusqu'à ce que ça empiète sur leur métier de tous les jours. Et c'est là qu'en fait la question se pose, est-ce qu'il faut recruter un DesignOps ou pas? C'est quand les gens n'arrivent plus à faire ce pourquoi ils ont été recrutés, manager une équipe, leader une équipe, faire du craft. Là, à ce moment-là, la question se pose de recruter un DesignOps. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les organisations, ça se pose pas toujours de la même manière. Donc, je reprends l'exemple de Glovo qui s'est dit, tiens, il nous faut de l'Ops, mais en research. Donc, ils ont d'abord recruté un research Ops. Mais il y a des organisations où des fois, ça va venir sous la forme d'un design system Ops.
Oui. Donc c'est de se dire, bah, tiens, là on a des vrais enjeux sur le design system. On a un design system, mais on se rend compte que l'adoption elle est difficile. On n'a pas, on n'a pas de métrique, c'est difficile, etc. Donc là, il va y avoir le besoin de mettre en place quelqu'un pour l'opérer efficacement. Tout à fait. Là, on a beaucoup parlé de sphère design. Le design, comme tu le disais, c'est au service de l'organisation et c'est au service de la livraison de valeur de bout en bout, quelque part. Et du coup, vous êtes en interaction avec des équipes produits, des équipes techniques, des métiers, du marketing, on en parlait tout à l'heure. Comment ça peut naviguer tout ça? Est-ce qu'il y a des liens de connivence ou pas avec des démarches d'ops qu'il peut y avoir dans d'autres métiers? Il y a bien du BizOps ou du SalesOps, il y a bien du ProductOps, il y a bien du DevOps, etc. Comment tu vois les choses là-dessus? Est-ce qu'à un moment ça vaut le coup de créer des espèces de... on en parlait de cellules, mais d'Ops Center même qu'on pourrait appeler presque... Demain on est peut-être un peu loin, mais full stack ou avec des compétences diversifiées là-dedans. À quel point ça vaut le coup? Voilà, comment tu vois le mariage avec d'autres excellences opérationnelles et au final qui sont au même service d'avoir un process fluide de bout en bout là-dessus? Alors, on a des partenaires de choix dans les Product Ops et les DevOps. Ouais, parce que tout de suite, c'est l'équipe, c'est le trio magique. Mais ce que je dis là, c'est quand même très valable pour les entreprises en agile, mais en vrai agile. Je dis ça parce que souvent, les grosses entreprises, elles disent qu'elles sont en agile, mais elles sont entre les deux. Hybride entre le cycle en V et l'agilité. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est difficile de bouger des grosses organisations. Enfin voilà, il y a des produits. Souvent, je disais chez Orange, j'ai travaillé dans des équipes qui construisaient des câbles sous-marins. On fait pas d'agile pour construire des câbles sous-marins. On fait de l'ingénierie. Enfin voilà, on va pas se dire tiens on va construire petit à petit. Non, faut faire tes calculs. Faut que ce soit. Enfin voilà, tu fais des specs. Faut qu'on respecte les specs. Faut qu'on fasse de la Q&A au fur et à mesure. C'est de l'ingénierie quoi. Et il faut faire vivre ça. Dans certaines entreprises, il faut faire vivre des gens qui vont travailler sur ce type de produit très ingénieur avec des gens qui vont travailler sur du digital, du service, etc. Où là, l'agilité a tout son sens puisque c'est des choses qui sont mouvantes. Et des fois, je trouve que les organisations sont pas encore, elles arrivent pas trop à faire la dichotomie entre les deux. C'est pas très clair. Ouais, c'est pas très clair. Et donc, selon les organisations, donc quand on est dans un contexte qui est très agile, nos partenaires de choix, forcément, ça va être Product Ops et DevOps. Des fois, ça va nécessiter un petit peu d'advocacy, entre guillemets, d'aller les voir, de leur expliquer, parce que c'est vrai que DesignOps, on est un petit peu la petite sœur ou le petit frère de DevOps, et donc des fois, les gens connaissent pas. Déjà, ils sont pas forcément, ils connaissent pas super bien le design parfois, et donc nous, on arrive là comme ça. Il faut se faire connaître, il faut aller créer ces liens. Donc moi j'estime que c'est mon rôle d'aller créer ce lien. Et donc dans des entreprises agiles, ça peut être avec la guilde des coachs agiles, ça peut être avec le Technical Program Management par exemple, ou des choses comme ça. Donc des gens qui font de la gestion de programme pour les équipes avec qui on travaille le plus. C'est naturel et même obligatoire, j'ai envie de dire, d'aller créer ces liens-là, parce que ce soit sur la partie recherche, on va avoir des adhérences très fortes avec le travail du product manager, voire des project managers, enfin ça dépend des organisations. Il faut qu'on comprenne que nous, on va pas leur piquer leur travail de discovery. En fait, on est vraiment là pour travailler en complémentarité, et donc il y a besoin de travailler ces process de manière fine et claire. Et c'est plus facile quand on travaille ça avec les gens qui travaillent les process produits. Et donc, je pense qu'il faut y aller vraiment dans le respect de la façon dont les autres travaillent, et passer par Product Ops ou par les gens qui travaillent les process marketing par exemple. C'est une façon de le faire qui est plus efficace que si on disait hey, nous on travaille comme ça, faut absolument travailler comme ça. En fait, il faut que les process design s'incluent naturellement dans ces process-là. Et c'est pareil côté DevOps, c'est-à-dire que si on veut que ce soit le end-off, enfin la transmission des maquettes, que ce soit le recettage des maquettes se passe bien, en fait, il faut aller montrer la valeur d'insérer aussi des pratiques design à ce moment-là, et c'est plus facile quand on est aligné avec les process de développement dans la tech. Donc pour moi, c'est pour ça que de toute façon, même dans des organisations où le design est assez mature, il y a toujours un travail de politique, stratégique, d'alignement avec les autres équipes pour s'assurer que l'équipe design puisse s'insérer bien
dans ce travail-là. C'est aussi pour ça que souvent les design ops sont un peu matures comme moi, ont des cheveux blancs, parce que je trouve que souvent quand on commence dans le design, on est tellement émerveillé par la puissance de ces méthodes qu'on a tendance à se dire mais c'est ça qu'il faut faire absolument et c'est la vérité et il faut faire comme ça. Et je trouve que plus on a de maturité, après il y a des gens qui ont la maturité très jeune, hein, qui sont hyper forts. Moi j'avoue, pour moi c'est venu avec l'expérience. Les mauvaises, avec les mauvaises expériences, voilà, où je suis arrivée dans des salles chez Orange en disant c'est ça qu'il faut faire et que tout le monde m'a dit va t'asseoir là-bas. D'abord il faut commencer par comprendre c'est quoi nos enjeux. Enfin voilà. Et c'est là que tu comprends qu'il faut travailler en bonne intelligence avec ces équipes-là. Et donc, par rapport à ce que tu disais sur les ops des autres équipes, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, je suis dans une organisation où je peux pas encore aller là parce que on a déjà tellement de points à construire avec la partie produit et la partie tech. Mais chez Payfit, on commençait à travailler, par exemple, avec les sales ops ou les Customer Service Ops pour voir par exemple à récupérer de la donnée des leads, voilà, de la donnée du service client, des prospects ou du service client et voir comment ça pouvait s'intégrer dans le repository de données. Et donc c'est des enjeux qui commencent à être hyper intéressants quand on fait ça. Même éventuellement chez Glovo, j'avais commencé à travailler avec c'est un regret que j'ai parce que c'était tout à la fin et j'ai pas pu le mettre en place, mais on voulait mettre en place des design sprints avec les équipes Live Ops qui sont en fait des équipes qui travaillent sur le terrain qui répondent aux questions des livreurs, etc. Et donc de pouvoir mettre en place des pratiques de design avec ces équipes-là, c'est un moyen de connecter avec vraiment le terrain et pouvoir récupérer de la donnée pour nous, mais éventuellement aussi de faire du design de service pour que le produit pour les livreurs, par exemple, on comprenne mieux les enjeux et qu'on puisse nous après alimenter notre backlog produit. Donc il y a des choses qui peuvent se créer, qui sont hyper intéressantes entre ops. De là à créer des guildes, je pense que ça peut se faire à grosse maille, en mode plus échange de pratiques, etc. Mais de là à mettre tout le monde dans la même équipe, je sais pas si c'est pertinent parce que je trouve qu'il y a beaucoup de valeur à être au sein de l'équipe que tu sers. Parce que tu les vois travailler, tu peux les soutenir. Moi, je suis designer à la base, donc par exemple, je vais dire aux gens, si vous avez besoin d'un design sprint, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des interviews, si vous avez besoin de quelqu'un pour faire, je sais pas, des parcours utilisateurs ou je sais pas quoi, en fait, je suis là. Et moi, ça me permet d'avoir aussi de la compréhension sur ce qu'ils vivent au quotidien pour mieux les servir. Donc, je trouve que si on est extérieur, ce qui peut arriver, hein, par exemple chez Orange, il y avait des équipes process. Ça existait déjà depuis longtemps et qui étaient à l'extérieur des équipes, mais qui du coup sont obligés de. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué que quand on est dans l'équipe. Ouais, c'est très proche, in fine, du coaching, très peut-être plus opérationnel et plus. Parce qu'il y a aussi des biais à dire coach où on peut être juste dans le conseil, mais c'est quand même très proche de aider les process et peut-être d'accompagner aussi un collectif ou des collaborateurs sur un métier donné. On peut dire ça. Après, moi, je fais toujours attention au terme coach parce que déjà d'une, ça recouvre une réalité tangible avec des gens qui ont des diplômes et des certifications. Voilà. Sur le coaching professionnel. Sur le coaching professionnel, donc je fais très attention à ce terme-là. Là, on n'est pas tout à fait sur du coaching parce que le rôle d'un coach, si on prend puriste, c'est d'accompagner quelqu'un pour trouver ses propres solutions. Là, en fait, on est plutôt, on est vraiment dans un travail de design. En fait, on co-conçoit des solutions en comprenant quels sont les enjeux, les besoins, et après on teste des choses et tout. Voilà. Mais du coup, on a un travail de conception, quoi. Donc c'est pas la même chose que coach. Mais sur la posture, c'est-à-dire que la posture d'accompagnateur. Moi j'aime bien le mot de facilitateur, c'est-à-dire que en fait on va faciliter le travail des autres. Je trouve que là ça a du sens. Ouais. Et du coup chez BPCE, depuis que tu interviens, quels ont été peut-être les défis au départ, la mission, où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu vois peut-être comme challenge pour le futur proche ou le futur un peu plus lointain? Alors chez BPCE, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis chez BPCE SI, donc c'est-à-dire c'est l'entité IT de BPCE. Et ça, c'est des enjeux particuliers parce que être dans une entité IT, ça veut dire que c'est une entité qui avait vraiment l'habitude de travailler en waterfall. Enfin, vraiment. C'est justement qu'ils aient appelé peut-être des personnes comme vous pour ouvrir un peu les chakras. Complètement, exactement. Et aussi l'autre particularité, c'est que moi il y a plusieurs équipes de design chez BPCE et celle qui est chez BPCE SI.
DSI, nous on est plutôt spécialisé sur les applications collaborateurs. Donc ça c'est aussi un enjeu particulier parce que voilà, il arrive qu'il y ait des sujets qui soient hybrides, mais du coup moi j'aime beaucoup travailler sur les applications collaborateurs. Je trouve qu'il y a des enjeux. Ce qu'on appelle le B2E maintenant. Ouais, on peut. Ouais, tout à fait, ou employee experience, voilà. C'est des enjeux différents, des outils qui des fois sont très 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 limitants. Il faut vraiment prendre en compte plein de contraintes techniques et opérationnelles. Je sais pas. Change, non, énorme. Ouais. C'est moins dans l'acquisition, la problématique c'est plus dans l'adhésion. Il y a aussi des problèmes d'acquisition, hein, parce que je pense que vous le voyez, enfin on le voit quand on travaille au travail, on voit bien que des fois on essaye d'implémenter un nouvel outil et puis il y a des gens qui disent Ah ouais, c'est pour ça que j'appelle ça adhésion, parce que les gens achètent pas pour ça, mais pour le coup ça change leur pratique de travail et du coup l'aspect change il est quand même cool. Mais du coup, pour avoir vu des projets par exemple chez Orange où il y avait une mise en place d'un nouveau logiciel et qu'en fait personne ne l'utilise, pour moi c'est exactement une problématique d'acquisition, quoi. Enfin voilà, les gens peuvent tout à fait décider de ne pas utiliser un nouveau software qui a été. C'est même un classique, je pense. C'est un classique. Et donc je trouve que c'est des enjeux qui sont particulièrement intéressants. Là, cette équipe, déjà c'est une équipe qui est géniale. Franchement, c'est un plaisir de bosser avec cette équipe. On est une vingtaine de personnes et c'est une équipe où les enjeux, c'est qu'on a une partie, il y a plusieurs enjeux, mais il y en a un qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une partie de l'équipe qui est en prestation et une partie de l'équipe qui est en interne. Déjà, ça crée quelque chose d'un peu particulier quand on doit s'assurer qu'il y a de la cohérence, etc. Parce que le problème se pose pas trop dans les startups, parce que même quand on a, ou dans les scale-up, parce que même quand on a des prestataires, en général, ils ont accès à tout. C'est pas trop... Il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de... Ouais, là, du coup, il y a parfois des choses qui ne sont pas forcément accessibles aux prestataires externes. Il y a parfois des enjeux de développement de carrière qui ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est un des enjeux. Comment est-ce qu'on fait avancer une équipe ensemble alors que... Elle est à géométrie variable. Elle est à géométrie variable, exactement. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme enjeu, parce que finalement, les gens qui sont en interne, il faut se dire que, surtout dans un grand groupe comme ça, moi j'en suis la preuve, j'ai passé 20 ans chez Orange, j'ai changé 5-6 fois de poste complètement, mais il y a un vrai enjeu de se dire comment on fait en sorte que cette personne, elle a envie de rester là. Parce que c'est sur des métiers comme les nôtres, on a envie de bouger, quoi. Enfin, voilà, on a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, c'est vrai que dans un grand groupe comme ça, il y a quand même la possibilité d'aller voir plein de façons de faire du design. Donc oui, il y a cet enjeu-là de se dire, quand on a un prestataire qui reste là 1 an, 2 ans, parce que c'est plutôt des missions longues, comment est-ce qu'on fait pour que la personne puisse apporter toute son expertise, tout son... sa richesse. Exactement. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour qu'on propose des choses qui font que les gens ont envie de rester dans l'équipe. Donc c'est des enjeux complètement différents. Et puis, il y a cet enjeu on est dans la DSI, la plupart des interlocuteurs, pour eux, ce qui est important, c'est des enjeux de DSI, le déploiement, est-ce qu'on a bien déployé, est-ce que ça a été livré en temps et en heure, et qu'en fait on leur fait découvrir des nouvelles choses en leur disant nous on va écouter les utilisateurs. Les usages, l'impact. C'est ça, avec un petit enjeu aussi intéressant qui est qu'il y a une partie des gens qui ont été en agence il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui disent non, moi je les connais les enjeux. Oui, mais bon. Ils ont évolué depuis. Voilà. Entre-temps, il y a eu Revolut, il y a eu la crypto-monnaie, il y a eu le Covid. On n'est pas sur les mêmes métiers. Et quand même, les applications bancaires, les produits bancaires, c'est quand même un truc... modernisé, il y a eu la modification. Oui, ça change tout le temps. L'open banking, Exactement. Et donc, de dire que... oui, il y a ces enjeux de proposer ces produits, de concurrencer des nouveaux players qui vont hyper vite et qui gagnent des parts de marché. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Quand on regarde Revolut ou N26, pour moi, c'est vraiment Revolut où je me dis comment ils ont vraiment cannibalisé le marché des banques parce que les banques étaient dans l'immobilisme en fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi ça me fait un peu rigoler, je suis cliente de la BBVA
qui est une banque espagnole, il m'envoie un message me disant oui, maintenant on a les virements instantanés. Voilà, ça fait 4 ans que j'en fais sur Revolut. Ça me semble pas, c'est pas un truc où je me dis waouh, génial. Donc voilà, et donc d'essayer de faire comprendre à cette organisation tech que en fait les employés, eux aussi, ils évoluent. Ils sont confrontés à des gens qui leur demandent des choses auxquelles ils ne peuvent pas forcément toujours répondre. Ils sont confrontés à un monde qui change. Eux-mêmes, ils changent, puisque nous, on voit bien dans notre relation au travail, on évolue hyper vite. Et donc de faire comprendre qu'en fait, ils ont besoin de nous. Mais c'est important ce que tu dis, parce que souvent, les produits pour les employés, c'est pas ce qui est valorisé le plus par l'organisation, parce qu'elle se dit, ce qui est tout à fait cohérent et normal, le premier besoin, c'est de servir les clients convenablement. Sauf qu'en fait, c'est ta courroie de transition. Si tu n'es pas en capacité d'offrir le service que tu dis in fine, pourquoi ils ne pouvaient peut-être pas offrir de virement instantané? Parce qu'en interne, ils n'étaient pas équipés techniquement pour opérer du virement instantané. Donc en fait, c'est toujours ça, c'est que pour servir in fine un client convenablement, il faut reprendre le problème à l'origine, et souvent c'est la base de qu'est-ce que peuvent faire nos équipes en interne pour opérer des services innovants ou modernes. Tout à fait. Moi, je trouve toujours, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Enfin, l'IA, c'est un bon exemple de ça. Tu as des trucs qui sont beaux, ils brillent, ils vont vite, mais derrière, tu as une armée de gens qui font du vélo. Enfin, pour allumer la lumière, là, pour allumer l'ampoule, il y a une dimension très gênante déjà au niveau éthique, parce que ça veut dire que il y a plein de gens qui souffrent pour que ça fonctionne, hein. Enfin voilà. Et puis tu vas aller chercher aussi des clients en fait. Enfin c'est un bénéfice dans tous les sens. C'est-à-dire que des employés qui sont bien, qui ont des outils qui fonctionnent, qui sont fluides, ils vont te vendre plein de produits. Et en plus, quand même, la caisse d'épargne. Je prends l'exemple de la caisse d'épargne parce que il y en a partout en France. Il y a une relation de proximité enfin voilà, ils peuvent vraiment sur certaines parties de la population, sur certains enjeux, être un point de contact, ils le sont déjà. Et donc aujourd'hui, si tu laisses des process, des outils archaïques, tu te coupes quand même d'une grosse partie de ton business. Donc faire prendre conscience de tout ça, je pense que c'est un enjeu qui est hyper important, hyper intéressant aussi pour les designers, parce que justement nous, on va dire, avec ce qu'on peut vous apporter en méthode de connaissance de ce dont les utilisateurs ont besoin, en fait, on peut vous aider à faire des bons choix, à aller vers des produits qui vont avoir de l'impact, aller vers des évolutions qui vont avoir plus d'impact. Et toi, du coup, qui a fait pas mal d'entreprises, on en évoquait, de tailles différentes, de secteurs d'activité variés, qui est en plus mentor, professeur, formatrice, est-ce que, du coup, comment tu juges le niveau de maturité aujourd'hui, design au global, est-ce qu'on en est, je sais pas, à 30%, je sais pas si on peut gamifier le truc, mais voilà, à quel point on est avancé ou non, et comment tu juges, toi aussi qui vis à l'étranger, la France dans ce niveau de pratique, son niveau de maturité versus peut-être d'autres régions, d'autres pays? Il y a un questionnaire d'évaluation de maturité qui a été fait par Nielsen Norman que j'utilise pas mal dans mon métier. Ah chouette, ok. Voilà, qui propose une évaluation de la maturité calibrée sur... individuel ou collectif d'une organisation? Franchement, on peut le faire comme on veut. Vraiment, on peut le faire comme on veut. Moi, je l'adapte beaucoup aux organisations dans lesquelles je travaille. L'échelle, elle se base sur la vision anglo-saxonne du design. Donc, une certaine vision anglo-saxonne du design, peut-être d'ailleurs un peu datée maintenant, en fait, quand on y réfléchit, parce que Nielsen et Norman, c'est des personnes qui ont développé des choses dans les années 80-90. Donc, c'est très valide, hein, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, moi, je regarde plein d'autres choses. C'est-à-dire que je vais m'intéresser beaucoup à l'expérience employée, je m'intéressais beaucoup à l'accessibilité, l'inclusion, je m'intéressais à des enjeux d'éco-conception aussi, et ces échelles de maturité aujourd'hui, elles prennent pas forcément en compte ces aspects-là. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que si on prend, on va dire, une échelle classique d'évaluation de la maturité sur le calibre des Américains, puisque le design moderne tel qu'il est fait aujourd'hui est quand même très inspiré de ce qui s'est fait chez Apple. Toute la sphère digitale au global. Exactement. Je dirais que on a une maturité qui dépend beaucoup, mais
moyenne, avec des pics, des endroits où il y a des trucs qui sont très matures. Si on prend une échelle plus globale, où on pense à du design d'innovation sociale, du design de manière beaucoup plus large, là je sais pas si on peut dire ça. C'est-à-dire que je trouve que dans l'Union européenne, on peut voir ça comme des contraintes, mais le fait qu'on ait ces contraintes RGPD, légales, etc., ça force à prendre en compte ces enjeux. Être bon élève, ouais. Ouais, à être plus ou moins bon élève. Mais en tout cas, à le prendre en compte. Et je pense que si on créait des nouvelles échelles de maturité, on serait peut-être pas si mauvais que ça. Voilà. Donc là où je pense que... Ce que tu dis, c'est qu'il y a un biais de l'anglo-saxon. Ouais, tout à fait. Il y a un biais. Mais après, je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est que les anglo-saxons, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que dans plusieurs grosses entreprises, celles qui mènent le monde aujourd'hui, le design dans l'organisation est très reconnu. Très central, ouais, très central. Est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de faire du design? Donc du design, j'allais dire du nudge, ou le design de croissance à tout crin, etc. Je ne sais pas si les designers d'aujourd'hui ont vraiment envie de faire ça. Et je ne sais pas si la société a besoin qu'on continue à avoir ces échelles d'évaluation de la maturité. Donc je suis un peu partagée là-dessus, parce que je trouve que on est en train d'évoluer vers quelque chose où on se rend compte que le modèle de croissance illimitée, de toute façon, fonctionne pas. Et donc, fonctionne pas à long terme, en tout cas pas tel qu'il est aujourd'hui. Je sais pas, je prédis pas l'avenir. J'espère qu'on va tous survivre et que la planète va pas prendre feu demain. Mais je pense que c'est assez intéressant quand même de réfléchir aux enjeux qu'on a aujourd'hui en tant que designer, justement d'amener les organisations, d'essayer de se défendre, de prendre les positions stratégiques pour essayer justement de défendre une vision du design où on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités pour développer des produits d'une autre manière? Et je pense qu'on a un vrai coup à jouer là, surtout en Europe. Avec tout ce qui se passe là en ce moment aux États-Unis sur la recherche, ce qui se passe dans le monde. Voilà, on est dans un monde qui est hyper instable et j'ai l'impression quand même que les designers peuvent aider à construire quelque chose de nouveau. Donc moi, je suis assez excitée par ça dans mon cerveau. C'est-à-dire que je me dis, en plus j'enseigne aussi à la CY Design School, qui a une approche vraiment centrée sur le design du vivant, etc. Bon, j'enseigne l'anglais, donc c'est assez ouvert, on peut parler de tout avec les élèves. Quand je vois des jeunes designers global, les réflexions qu'ils ont, etc. Moi, je suis hyper, ça me stimule en fait. Je me dis, ces designers-là, ils ont un rôle à jouer dans la société, ils ont envie de le jouer. Comment est-ce que les organisations... Moi, j'estime que mon rôle en tant que designer senior, de personne presque senior dans le travail, c'est comment est-ce que je crée un environnement, et c'est pour ça que je fais du design ops, où en fait ces designers, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Ils vont pouvoir changer le monde. C'est un peu... Voilà. À leur échelle. À leur échelle, exactement. Donc c'est comme ça que je vois les choses et je me dis qu'en France, on a la chance d'avoir des écoles de design de dingue dans plein de dimensions de design différents. On a des experts incroyables, on a des instances où les gens font de la recherche sur des sujets je pense, qui sont essentiels. Donc toute cette exception française, puisque aujourd'hui, si on compare à ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être une exception. Je pense que ça peut faire la différence demain. J'ai envie d'y croire et donc j'ai envie de créer des conditions de travail dans les grosses organisations où il y a des sous. Créer des conditions de travail, on va faire venir ces designers et on va les aider à faire en sorte qu'ils aient cet impact sur ces organisations. Voilà. Super sympa. Et justement, peut-être une question par rebond là-dessus qui n'est pas évidente, j'en conçois parce qu'on n'a pas de boule de cristal. C'est quoi le futur du design ? Selon toi, quels sont les sujets d'avenir, quitte à ce que ce soit des signaux faibles sur lesquels il faut s'intéresser, se poser, se pencher Alors, moi, j'essaye de... Je me renseigne, mais en ce moment, c'est vrai que comme j'ai un sujet de recherche, je cherche des financements pour la recherche d'ailleurs. Mais j'ai un sujet de recherche sur le design inclusif, c'est vrai que ça m'occupe pas mal l'esprit, donc peut-être que je regarde pas les actus autant que je le faisais avant. Mais j'ai l'impression qu'il y a une branche qui s'engouffre dans l'IA
de manière un peu, avec beaucoup d'appétence et tout. Et je trouve que c'est intéressant. Là, j'ai vu la conférence qu'a fait Michael Bayens à la Product Conf, que j'ai trouvé hyper intéressante sur le sujet de si on design sans interface, si on design pour des IA. Qu'est-ce que ça change dans notre façon de designer? Je trouve que c'était bien amené sa réflexion, je vous la conseille, si vous ne l'avez pas vue. Elle est excellente, ouais. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, si on enlève l'objet, si on se dit qu'on travaille dans un environnement où la machine est l'extension du cerveau de l'humain, voilà, comment est-ce qu'on design? Je trouve que c'est hyper intéressant comme réflexion. Et en même temps, mon parcours, mon origine sociale et la façon dont je réfléchis fait que je voudrais pas que ce soit en totale opposition avec du design d'innovation sociale. Ouais, exactement. Donc moi, mes réflexions, elles portent aussi sur comment est-ce qu'on fait un design qui est plus inclusif. Et quand je dis plus inclusif, c'est au sens le plus large possible. C'est-à-dire qu'on arrête de designer pour des gens comme nous, c'est-à-dire d'un certain niveau de confort social, qu'on design pas en aveugle et qu'on design pas non plus avec un côté on va sauver les gens. Non, on design vraiment avec les gens qui en ont besoin. Que ce soit par exemple, moi j'ai été aidante pendant plusieurs années, j'en parlais avec une amie à moi qui est encore aidante pour son enfant handicapé. Moi c'était ma mère qui était très malade. En fait il y a des problématiques de design extraordinaires à régler là-dedans. Que ce soit sur le contact humain, que ce soit sur l'outil, les auxiliaires de vie, je voyais les outils qu'elles avaient, complètement archaïques. Il y a plein de choses en fait à faire, mais aujourd'hui je pense qu'il y a des designers qui sont concernés, mais comme les équipes design, elles sont quand même assez hétérogènes en termes de les gens ont fait les mêmes écoles, ont fait un peu le même parcours, sont un peu de la même classe sociale. C'est des choses qu'on voit pas forcément. Et donc moi j'aimerais bien aussi que on puisse allier les deux, c'est-à-dire qu'on ait cet engouement, oui, pour la nouveauté, pour le futur du design, pour designer sans interface, mais en même temps, se dire, aujourd'hui, il y a des pans de société entiers qui bénéficient pas du design. Moi, j'ai été prof à l'éducation nationale à une époque, c'est toujours le cas, je crois. C'est le seul métier que j'ai fait où on m'a dit, fais ton métier, fais du digital, mais on te donne pas d'ordinateur. Ah d'accord, alors comment je fais du digital? J'achète mon propre ordinateur, d'accord. Donc donc t'achètes ton ordinateur, chacun utilise les logiciels qu'il veut. Franchement c'est une folie. C'est une folie d'éduquer les enfants comme ça. C'est une folie. Et donc je me dis, là en fait il y a des opportunités quand même extraordinaires. Et donc oui, mon parcours fait que je vois qu'il y a encore des pans de la société entière sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas assez de produits, il n'y a pas assez de services, il n'y a pas assez de design. Donc moi j'aimerais bien. Ouais, il y a du boulot. Donc moi c'est comme ça. C'est ça qui m'anime en ce moment, c'est que je me dis comment on fait pour que ces environnements-là soient plus des inconnus? Comment on fait pour aussi être excité par le futur, mais pas d'une manière aveugle? Donc voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais c'est à ça que je réfléchis moi. Si, je pense que tu as raison, dans le numérique, il faut oublier personne et il faut être inclusif, tu l'évoquais, et je pense qu'aussi dans la nouveauté, c'est de savoir embarquer tous les types de publics avec tous les différents niveaux et toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans l'accès à un service. Et tu évoquais l'éducation, tu évoquais plein de sujets, et je pense que même dans le milieu bancaire, il y a plein de gens qui sont en dépendance financière, qui ne comprennent pas la gestion financière, et je pense que les institutions financières dont les banques font partie ont ce rôle-là de pouvoir embarquer, bien conseiller, orienter leurs clients et faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficultés financières liées à leur gestion et leurs choix. Tout à fait, exactement. Et je pense que le design a un rôle à jouer là-dedans. Ouais, complètement. Donc moi je pense que par rapport à certaines personnes qui parfois sont défaitistes en se disant est-ce que l'IA va remplacer nos métiers et tout. Moi je pense pas du tout à ça. Je me dis mais déjà on couvre tellement pas tout que il y a encore beaucoup à faire. Quoi. Bon chouette, on reste sur cette note, ce gros constat, mais cette note d'espoir quand même, que il faut aussi s'interroger sur ce qui est opéré à 360, et comme tu le disais, en local, pour des publics parfois reculés,
et mixer digital, physique, dans les approches, ça peut être pertinent. Oui, parce que ça s'applique aussi à la campagne. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Et il y a des gens qui travaillent déjà dessus, et il y a des designers qui travaillent déjà dessus. Je pense à Johanna Rowe Calvi qui travaille. Elle a lancé un truc qui s'appelle Terrestre. Et donc elle travaille sur comment on développe un esprit entrepreneurial à la campagne. Enfin, je trouve que, enfin, il y a avec une posture de designer, moi je trouve ça hyper chouette de faire des trucs comme ça. Donc il y a des gens qui font le truc, en fait allons-y quoi, allons-y, voilà. Excellent, on reste sur cette note de fin. Merci Zaliata pour ton témoignage et tes explications et pour ton temps surtout. C'était très intéressant je pense et j'imagine que tu es joignable si des personnes veulent te contacter, t'écrire, je sais pas, LinkedIn, peut-être d'autres canaux, mais ouais, plutôt LinkedIn. De réseaux, donc j'imagine qu'on pourra te voir à pas mal de confs ou de réseaux ou de formations. Exactement. Suivre les formations de Zaliata. Exactement, donc avec plaisir. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens, comprendre, partager. D'ailleurs, j'anime une communauté de Design Ops. On se rencontre une fois par mois le vendredi midi. Et puis on a décidé de garder le club plutôt petit, c'est des sessions où on est 20, mais c'est du partage de pratiques. Et donc moi j'aime beaucoup que ce soit à ces occasions-là ou même en me contactant sur LinkedIn. Je suis très très ouverte aux échanges, donc voilà. Bon super chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!